beaucoup pensent que aller sur des actes hors convention, c'est illégal. Ouais. C'est fou, en fait, ça fait partie de notre champ de compétences, c'est juste qu'on nous a pas appris qu'on pouvait l'utiliser. Je pense que le 100% conventionné sur le long terme, il est amené à disparaître. De toute façon, on le voit, on a les charges qui augmentent, on a la convention qui nous enferme dans un mode d'exercice. Et donc, je pense que malheureusement, la convention, si elle évolue pas, va être dans un cadre qui est beaucoup trop rigide, et pas va être, est déjà dans un cadre qui est beaucoup trop rigide. On est chef d'entreprise dès son premier jour d'activité, sauf qu'on n'a pas du tout les codes ni les compétences de la gestion d'une entreprise. En formation initiale, on nous apprend pas à monter notre cabinet, on nous apprend pas la réalité de terrain. C'est une transition toute faite pour parler de Ozon. Ozon, le club des soignants entrepreneurs, que tous les deux on a monté et on l'a créé en fait pour ça. C'est-à-dire qu'on avait des questionnements, on voyait trop de choses sur les réseaux sociaux et surtout on avait besoin d'un vrai collectif. Au niveau de la profession de kiné, une très grosse majorité des kinés savent pas ce que c'est que des... Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Ozon, le podcast des soignants entrepreneurs. Et aujourd'hui, on va parler du métier de kiné que l'on connaît tous les deux avec Phil très très bien. Et on va pouvoir échanger un petit peu sur son évolution, quelle sera la kiné de demain et puis plein d'autres points qu'on va voir ensemble. Mais avant d'aller plus loin, Phil, je vais te laisser te présenter, je me présenterai juste après. Merci Jérémy, donc moi c'est Philippe Auer, je suis diplômé en kinésithérapie et je suis donc le fondateur d'un réseau qui compte une centaine de professionnels indépendants qui mettent en place donc, des actions de prévention dans des entreprises, des collectivités locales, etc. Et moi, je suis Jérémy Billon, donc j'exerce depuis 2009. Je suis spécialiste en sport santé avec un concept qui s'appelle Physio Coach, dont une salle Just Form Sport et Santé. Et ça permet d'apporter dans les cabinets kinés plutôt traditionnels et classiques un espace sport santé afin de pouvoir développer une activité complémentaire et donc de diversifier ces activités. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Ça fait donc un moment qu'on est diplômés tous les deux, même si on n'est pas des dinosaures, mais ça fait quand même quelques années. Le métier de kiné a évolué. Est-ce que toi, Phil, ce que tu imaginais durant tes études, est-ce que tu as pu mettre en place, est-ce que tu as pu voir par la suite, est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais ou pas du tout ? Je pense que c'est compliqué parce qu'en fait, quand on a envie de se lancer dans une profession, on se fait un peu un cadre un peu idéal de la profession. On se rend pas compte qu'on va avoir une gestion d'activité, qu'on va avoir une gestion d'impôts, même s'il y a un côté, on a un petit peu cette idée-là, mais je pense que entre le souhait qu'on se fait d'une profession et la réalité de terrain, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une différence. Et tu penses que c'est parce que nos études ne nous préparent pas à ça ou c'est peut-être l'évolution du métier en lui-même qui fait que c'est comme ça pour tout le monde ? Je pense qu'il y a les deux, mais je pense que le point principal, c'est ce que tu as abordé, c'est vraiment cette notion qu'en formation initiale, on ne nous apprend pas à monter notre cabinet, on ne nous apprend pas la réalité de terrain. Et je pense que c'est ça peut-être qu'on aurait pu nous amener, en tout cas pour mieux organiser notre activité, mieux la piloter. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que, en fait, quand durant mes études, j'étais persuadé que mon métier serait uniquement soigner, que je n'irais pas plus loin, je n'irais pas développer des choses. Pour moi, un kiné, se former, avait un cabinet, c'était la ligne idéale, avait un cabinet plutôt en remplacement, puis en assistanat, et puis après, c'était le Graal, il créait son cabinet, et puis après, il était directement ancré avec ses patients, et puis ça s'arrêtait là. Sauf que moi, je me suis rendu compte qu'au bout de 5 ans d'activité, j'en avais marre de faire ce métier-là, en tout cas de cette manière-là. J'ai trouvé pas mal de limites, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc c'est vrai que moi, j'ai été vraiment surpris finalement que le métier de kiné ne s'arrête pas aux soins et qu'il y a pas mal de choses à faire par la suite. Ouais, et en fait, c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi qu'on doit être très polyvalent quand on se lance. Je sais pas si c'est un constat que tu as pu faire aussi, mais par exemple, quand on commence à ouvrir le cabinet, qu'on a des patients qui viennent, parfois on n'ose pas mettre certaines limites aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de kinés, quand ils se lancent, certains patients peuvent parfois aller un peu au-delà de ce qui devrait être fait en tant que patient. Moi, je pense notamment à un cas d'un patient que j'ai eu en fait assez vite quand j'ai commencé à travailler en cabinet, où c'était compliqué parce qu'il réservait les créneaux, il venait pas, il prévenait pas, ou alors il prévenait 1 heure avant et puis disait c'est pas grave, vous pouvez me compter la séance, c'est la sécu qui paye. Alors j'exagère un peu en disant ça, mais en fait finalement ça revenait vraiment à cette mentalité et je trouve que c'est dur parce qu'on nous apprend pas cette réalité de terrain aussi quand on gère notre activité, et finalement à poser un cadre aussi
j'ai envie de dire, un cadre serein, mais un cadre finalement qui nous permet aussi de créer quelque chose de confiance sur notre activité de cabinet. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai on est confronté à pas mal de soucis, il y a pas mal de choses qu'on n'avait pas imaginées et on se retrouve d'emblée. Moi, j'aime bien dire que on est chef d'entreprise dès son premier jour d'activité, sauf qu'on n'a pas du tout les codes ni les compétences de la gestion d'une entreprise. Alors, on est entreprise individuelle, donc qu'on soit remplaçant, collaborateur ou titulaire, on est directement un professionnel de santé qui est chef d'entreprise. Et ça, je trouve qu'on ne nous l'apprend pas. Je ne sais pas si toi, par rapport aux générations actuelles, tu trouves qu'on est à peu près dans le même ressenti. Comment tu as senti que ça pouvait évoluer par rapport à notre sortie, nous Ouais, cette évolution, au niveau de la profession, tu veux dire Ouais. Au niveau de cette évolution de la profession entre avant et maintenant. Ouais, alors c'est vrai qu'on a une vraie évolution sur la manière de travailler. On prendra, je pense, un temps pour en parler aussi, mais c'est vrai qu'on n'exerce plus la profession, je pense, de la même manière. En tout cas, on va commencer à diversifier beaucoup plus ce qu'on fait et ce qu'on met en place. Et on a cette évolution-là aussi au niveau des nouvelles générations, où je trouve que les jeunes diplômés maintenant, ou même ceux qui sont en dernière année, réfléchissent beaucoup plus à la manière dont ils souhaitent développer leur activité. C'est vrai qu'avant, on se disait, je fais mes études de kiné pour être kiné. Alors soit on allait en institut salarié, soit on se disait, on fait du libéral et puis on fait que du conventionné. Et j'ai trouvé que maintenant, il y avait une ouverture de professionnels qui se disaient, voilà, j'ai envie de faire du soin, mais j'ai potentiellement envie d'aller plus loin, en tout cas d'apporter quelque chose aussi d'un peu différent, de faire que du soin sur l'activité libérale. Ouais, je pense qu'ils ont déjà, ils anticipent la façon dont va évoluer le métier et ils le voient évoluer. Contrairement à nous, où on a plutôt, on s'est pris de plein fouet cette évolution-là. Il y a eu le Covid aussi qui a fait que tout ce qui est format d'accompagnement, tout ce qui est présence en ligne, toutes ces choses que l'on peut voir dans d'autres professions, nous est arrivé nous aussi. On a commencé les téléconsultations, on en parlait en off tout à l'heure. Il y a de plus en plus de personnes qui, en santé, accompagnent des gens, font du contenu, vulgarisent. Donc voilà, il y a eu un essor énorme et nous, on l'a vécu en étant déjà en activité. Alors que la nouvelle génération, forcément, c'est pendant leurs études. Et après, on parlera sûrement plus tard de la formation un peu plus poussée. Mais c'est vrai que ça a vraiment évolué et le métier a énormément changé. Alors, ce serait intéressant de savoir si ceux qui sont plus âgés que nous ont senti cette évolution aussi avant qu'on arrive, nous, dans les années 2010. Parce que nous, on sent ce gap énorme sur les 15 dernières années, mais peut-être que c'était le même ressenti. Même si moi, perso, j'ai l'impression que ça a d'autant plus évolué rapidement ces dernières années. C'est vrai que moi, quand j'y réfléchis, quand j'ai démarré mon activité, on parlait très peu d'acteurs convention, d'acteurs nomenclature. On parlait déjà un peu de DE pour ceux qui étaient en région parisienne. Mais en tout cas, le fait d'aller sur des champs de compétences de kiné différents de soins remboursés, pris en charge, on n'en parlait quasiment pas. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, ça fait vraiment partie de choses qui évoluent de plus en plus. Je vois par exemple dans les IFMK maintenant, dans certaines années, il y a des modules de prévention, ce qui font de plus en plus aussi de kinésistes. Tiens, je peux aussi apporter de la valeur différemment d'un soin conventionné. Il y a ce que tu vas pouvoir parler toi un peu aussi sur l'évolution du sport santé. Et donc c'est vrai que je pense que tout ça aussi, ce petit switch qu'on voit aussi un peu en formation initiale, finalement amène peut-être aussi une ouverture d'esprit qui est un peu différente de ce que nous on a pu avoir en formation et de ce qu'on peut-être ont pu avoir des kinés qui ont été diplômés il y a 40, 30 ans en arrière. Ouais, puis c'est vrai que j'interviens à IFMK de Toulouse et quand on pose la question aux dernières années, au K4, qu'est-ce que tu veux faire après ton diplôme, quand même, il y en a énormément et on verra sur des chiffres d'une étude que tu nous parleras tout à l'heure. Il y a déjà énormément de kinés, d'étudiants, presque kinés, qui pensent déjà au après et qui parlent déjà de vouloir mettre en place du sport santé parce que je peux bien en parler de cette partie-là. Le sport santé, ça s'est aussi démocratisé. C'est un levier pour les kinésithérapeutes de développement qui est très complémentaire de l'activité principale. Donc, ça devient presque facile à mettre en place. Ça ne nécessite pas forcément beaucoup de formation, en tout cas coûteuse. Et on n'a pas besoin d'avoir un espace énorme non plus. Ça peut être le soir, dans le gymnase du cabinet de kiné, en mettant les choses déontologiquement parlant au propre. Mais il n'y a aucun frein par rapport à ça. Donc, eux sont déjà préparés au monde d'après de la kinésithérapie. Ouais, je pense qu'on a cette diversification des actes qu'on peut faire au sein de notre champ de compétences qui
ouvre le champ des possibles. Et effectivement, avec l'évolution des réseaux sociaux, on voit de plus en plus de choses, donc on a accès à de l'information beaucoup plus facilement. Et je pense que c'est ça aussi qui fait une évolution aussi sur les jeunes diplômés. C'est que là où avant, pour trouver de l'information, c'était très compliqué, il fallait creuser sur des forums, etc. Là maintenant, on peut, si on creuse bien, avoir de l'accès à l'information un peu plus faible, même s'il faut quand même faire attention. Ouais. On en parlait tout à l'heure sur ce qu'on voit sur les groupes Facebook ou autres, où parfois il y a des conseils qui ne sont pas forcément très cohérents, ou des gens qui vont ramener un petit peu leurs fraises, si on peut dire ça comme ça, sur un sujet qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc je pense qu'il y a un peu tout, il y a un peu tout et son contraire. On a accès plus facilement à de l'information si on veut aller la chercher, mais on n'a pas forcément accès à de l'information de qualité. Ouais, c'est souvent le problème. Parce que se lancer quand l'information n'est pas de qualité, ça risque de créer des erreurs compliquées par la suite. Et il y a une chose aussi qui a énormément évolué, on n'en a pas encore parlé, c'est cet épuisement professionnel qui est ressenti par les kinés, mais par les soignants. On a plusieurs études, hein. Ceux qui nous écoutent doivent la connaître. Il y a en 2021 la Carpinco qui parle de 39% des kinés qui se déclarent en épuisement sévère, donc c'est quand même énorme. Il y a l'URPPS de Bretagne qui déclare 70% de kinés pareil en épuisement, alors que l'année d'avant ils étaient à 43%. Donc il y a une explosion de cet épuisement. Est-ce que toi tu as une explication de ce phénomène ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a une évolution effectivement de la société de manière générale qui sans doute vient jouer sur cette partie-là. Ça veut dire qu'avant, au sein d'un couple, on n'avait pas forcément aussi les deux qui travaillaient. Donc maintenant, on est dans un modèle où les deux travaillent par choix, parce que aussi d'un point de vue économique, c'est plus compliqué maintenant qu'avant. Quand on prend l'inflation, on donnera peut-être quelques chiffres aussi après. Quoique là, on peut sortir les chiffres de l'inflation. Il y a une mutuelle, l'objectif, pas une mutuelle, un syndicat. Voilà, un syndicat qui a réalisé une étude et qui s'est aperçu, donc là j'ai les chiffres, qu'entre 2012 et 2025, on a une inflation qui était de 24,70%, alors que l'augmentation d'une séance de kiné a pris que 2,73%. Ouais, et ça c'est vrai, je précise juste, ça c'est à fin 2025, il y a eu la revalorisation légère de 2026 qui fait que ça porterait légèrement notre revalorisation aux environs des 8%, avec l'inflation qui elle aussi a continué d'augmenter, donc oui, il y a donc un très gros déséquilibre entre les deux. Ouais, donc je pense qu'il y a une vraie réalité de terrain où ceux qui sont en exercice depuis plusieurs années se disent en fait je comprends pas parce que je me forme, donc je suis meilleur avec le temps en tant que professionnel, j'accompagne mieux mes patients, etc. Mais derrière en fait j'ai ma qualité de vie qui baisse, tout simplement parce que comme les revenus ils augmentent pas en lien avec l'inflation, derrière ça crée un déséquilibre. Ouais, tu es obligé de travailler plus. En gros, si tu as la même activité 100% conventionnée, tu es obligé par rapport à il y a quelques années d'augmenter le nombre d'heures de travail hebdomadaire pour pouvoir compenser juste un niveau de vie équivalent il y a donc quelques années. Et ça, forcément, tu travailles de plus en plus, donc l'épuisement arrive plus facilement. Ouais, je ne sais pas si toi, tu as noté d'autres éléments qui pourraient jouer, mais c'est vrai que le gap financier, en tout cas, entre, je trouve, inflation et revalorisation, il est hallucinant. Ouais, de toute façon, que ça soit dans la vie quotidienne d'un ménage français ou avec l'augmentation dernièrement de l'essence qui coûte de plus en plus cher. Ouais. Donc forcément, les revenus n'augmentant pas au même niveau, les charges, pour le coup, elles augmentent beaucoup. Donc on arrive, et sur les réseaux sociaux, partout, il y a la même problématique. Les gens se plaignent de la revalorisation, se plaignent que leur travail, leur expertise n'est pas évaluée à leur juste valeur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Parce que c'est bien de mettre en place des plaintes, mais je pense qu'on peut aussi aller un peu plus loin et commencer à mettre des choses en place. En tout cas, on est là pour ça aussi, pour parler de cette partie-là. Ouais, et il y a un point aussi, je pense, qui est intéressant, c'est que en fait, avant, il y a quelques années, on ne parlait pas du tout d'épuisement professionnel, on ne parlait pas du tout de burn-out. C'est des sujets qui étaient très tabous, alors qu'ils le sont encore un peu quand même maintenant, parce que c'est compliqué, on a une certaine pudeur en tant que soignant qui fait que il ne faut pas dire quand ça ne va pas, en tout cas on n'ose pas le faire. Donc ça, on a vu une vraie évolution aussi dessus, on a vu ces études-là qui ont été publiées, qui n'existaient pas avant. Donc avant, c'est vrai que c'était compliqué, on n'avait pas de comparatif. Et on a d'ailleurs le Conseil de l'ordre des kinés qui a mis à disposition un numéro vert si certains en ont besoin, qui permet que, à un moment donné, vous êtes en difficulté, vous avez besoin de pouvoir parler aussi à quelqu'un. C'est pas toujours facile de le faire, même à son entourage proche, de pouvoir quand même le mettre à disposition. Donc ça montre vraiment qu'il y a une prise de conscience de cette réalité de terrain et du fait que, voilà, on essaye quand même de mettre en place des choses, même si ça ne résout pas le problème à la cause, parce que si le problème c'est un problématique de rémunération, mettre un numéro pour en parler c'est bien, mais
Pas suffisant. C'est pas suffisant, mais en tout cas, on peut voir qu'au moins, il y a cette prise de conscience qu'il y a un problème et qu'on essaye quand même, d'une certaine manière, de mettre en place des choses. Donc si on conclut cette première partie, le métier a énormément évolué ces dernières années. On a l'impact de l'inflation qui est galopante, qui vient de façon simplement à expliquer, ça reste simple, ça vient créer cet épuisement qui est ressenti par beaucoup de professionnels, dont les kinés, et que le métier, avec la multiplication des réseaux sociaux, des possibilités, a un côté très positif parce qu'on peut avoir de l'information, on peut être visible, on peut aller toucher des personnes en dehors du bouche à oreille et de son cabinet, mais en contrepartie, on a aussi un peu de tout sur les réseaux sociaux. Et ça vient donc à la deuxième partie. Est-ce que notre métier de kiné sature ? Est-ce qu'on est en période de saturation ? Ouais. Qu'est-ce que toi tu vois justement par rapport à ça ou aux échanges que tu pourrais avoir avec d'autres kinés ? Déjà, il y a plusieurs choses. Il y a l'adresse qui, en 2018, a dit que l'évolution de l'offre de soins de kiné serait en 2040 aux environs de plus 57%. Et on l'a vu, nous, déjà, depuis qu'on est diplômé, il y a une évolution vraiment très, très, très importante du nombre de praticiens. Il y a à peu près, si les chiffres que j'ai sont bons, 6000 nouveaux kinés par an, en comptant aussi ceux qui sont formés à l'étranger, pour 1000 départs à la retraite. Donc forcément, on arrive dans une situation où on va être de plus en plus nombreux. Il y a les fameuses zones surdotées ou les différents zonages où on ne peut plus s'installer. Donc on va se retrouver dans des moments où les zones où on va pouvoir s'installer vont se réduire, où il y aura de plus en plus de professionnels. Et si la projection se réalise, il va falloir créer de la différenciation et avoir des services différents. Tout ça sur un public de professionnels qui est déjà en difficulté, en fragilité émotionnelle, fatigue physique également. Et donc, c'est pour moi, le métier est en train de saturer. Mais il y a pas mal d'autres choses que l'on peut dire aussi. Ce qui est assez fou aussi, c'est cette disparité aussi dans la fréquence d'activité. Moi, pour m'être formé à un moment donné du côté de Biarritz, on voyait pour échanger avec des kinés là-bas, il y avait des kinés là-bas qui avaient leur cabinet qui n'arrivaient pas à le remplir. Donc ce qui est fou, c'est que on a finalement des quotas qui ont été mis parce qu'il y a des zones où des kinés arrivent pas du tout à développer leur activité en cabinet. Et il y en a, moi pour avoir travaillé dans l'Oise, etc., des cabinets où en fait on a une liste d'attente de 2-3 mois. Si on va au fin fond de la Somme, à certains endroits c'est encore pire. Et donc c'est fou. Alors on a mis cette régulation en place. Est-ce que ça va résoudre le problème? Je sais pas. Mais en plus de ça, on l'a vu, il y a quand même une problématique aussi un peu d'augmentation de charges qui fait que de toute façon, si en plus on est sur des activités, sur des cabinets qui n'ont pas beaucoup d'activités, l'augmentation des charges va faire que ça va peser encore plus dans la balance. Et puis de toute façon, même si on est sur une zone où on manque de professionnels, à un moment donné, même si la rémunération est basse, j'ai envie de dire, on peut pas avoir des journées où on travaille 20 heures par jour non plus, quoi. Oui. Et ce qu'on voit aussi, ce qu'on voyait pas avant, c'est qu'il y a des cabinets qui ferment. Ça paraissait improbable, ils fermaient soit parce qu'ils ne trouvaient pas de repreneur, mais fermaient parce qu'ils n'y arrivent pas, ou parce que mentalement parlant, physiquement parlant, ils n'arrivent plus à tenir. Tous les cabinets qui ne trouvent pas de collaborateurs, même avec des conditions en or, parce que même s'il y a beaucoup de professionnels d'un côté, ils se concentrent dans des zones précises. Donc on a en fait cette disparité sur le terrain qui est vraiment hyper importante entre les cabinets, comme tu disais, qui sont débordés, qui n'arrivent plus à prendre tous les patients, ou alors ils font un travail qui n'est pas de qualité, et ceux qui ont du mal à se remplir, qu'on pourrait presque apparenter à comme les ostéopathes, qui sont très très nombreux, finalement, pour une demande qui se restreint petit à petit parce qu'il y a de plus en plus d'offres. Voilà, donc on est vraiment sur un métier, je pense qu'il y a un tournant, à la fois ce qu'on disait en première partie sur cette vision, sur les réseaux sociaux, sur la diversification, ce mot qu'on emploie, toi et moi, et beaucoup d'autres, beaucoup aussi. Donc on se retrouve vraiment dans une situation où pour moi, le métier sature par tout ce qu'on vient de dire. Et il y a quelque chose qui est drôle, c'est qu'avant on parlait pas tant que ça de charge mentale, on en a parlé un petit peu de problématiques de burn-out, d'épuisement professionnel. Et c'est vrai que pour avoir échangé avec des kinés, on a des kinés qui saturent, qui n'en peuvent plus, qui parfois enchaînent les journées, ont l'impression de porter les maux des patients sur les épaules. Donc ça c'est pareil aussi, en formation initiale, on ne nous a pas appris à faire une déconnexion entre
ce qu'on voit au cabinet, puis quand on rentre chez soi. Je pense qu'après, il y a des profils qu'on a besoin de plus, qui vont capter plus de choses, qui vont être un peu plus émotionnels, etc. Mais c'est vrai qu'on a cette notion de charge mentale qu'on abordait moins aussi avant. Alors, est-ce que aussi le fait d'avoir plus d'administratifs aussi peut-être joue aussi beaucoup dessus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a voilà, cette notion financière, cette notion de charge mentale aussi qu'on retrouve beaucoup dans la relation avec les patients, mais aussi dans les contrôles de sécu. Ouais, les indus, les... Parce que ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. On a souvent l'impression que les contrôles, c'est pour les autres. Et en fait, on est régulièrement aussi surpris de voir quand il y a une affaire qui tombe, etc. Et je ne sais pas, est-ce que toi, c'est un constat où, en sortant du diplôme, est-ce que tu avais l'impression de bien maîtriser ce qu'étaient les actes hors convention d'un côté, les dépassements d'honoraires? Est-ce que tu avais cette sensation de comprendre comment ça fonctionnait ou pas? Je t'arrête de suite. Moi, en 2009, quand je suis sorti, on m'avait jamais parlé. Pourtant, j'ai fait mes études en région parisienne, à Assas, à Paris, quand ils étaient à Paris, et je n'ai quasiment jamais entendu parler de DE, ou en tout cas très peu. Et alors HN, je t'en parle même pas, HN, HC, peu importe comment on l'appelle, je n'en ai jamais entendu parler. Et donc voilà, ça c'est pour moi, je l'ai appris sur le tard, quand j'ai vu qu'il fallait peut-être développer d'autres choses à côté. Et c'est vrai que moi, quand j'ai démarré mon activité, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui vraiment on ne parlait pas du tout de HN. Maintenant, quand on va sur des événements, quand on regarde sur Internet, quand on va sur des réunions syndicales, tout le monde parle de diversification d'activités, développer d'activités. Et ça, c'est pareil, je pense qu'en formation initiale, en tout cas, ça manque de sensibilisation. Parce que concrètement, on se lance à peine sur l'activité de cabinet et on ne sait pas vraiment ce qu'on a le droit de faire. Donc, il y a soit ceux qui ne vont pas oser, qui vont dire j'ose pas parce que c'est interdit. Et comme c'est interdit, du coup, je fais rien. Même si j'ai envie de faire des choses. Et puis il y a ceux qui font n'importe quoi et puis qui d'un seul coup vont se taper un contrôle sécu. Sauf que contrôle sécu, souvent, ils attendent pas que ça fasse qu'une semaine, ils viennent sur 2-3 ans. Et puis en plus, ce que beaucoup de gens savent pas, c'est que non seulement ils peuvent vous demander les indus qu'ils estiment, mais en plus de ça, ils peuvent vous rajouter une majoration. Donc on y a régulièrement des contrôles de kiné, on rajoute une majoration sur la somme qui est due. Et ça, pour avoir échangé avec un kiné ou remonter 2 ans en arrière, déjà on a tout le temps pour remonter le dossier, retrouver tel patient, ce qu'on a fait, est-ce que j'ai fait le bilan, pourquoi est-ce que je l'ai coté, ça, etc. Mais en plus de ça, on a les sommes à sortir, voire la majoration. Ouais. Et est-ce que tu penses, parce que on parlait de formation initiale, de manquement, il y a aussi, je pense, ce côté formateur. Moi, je me souviens de mes formateurs et j'ai encore des phrases qui me reviennent. C'était très bon, mais c'est des formateurs qui n'exerçaient plus en fait en libéral. Donc ils étaient un peu dans cette déconnexion entre ce qui se passe réellement sur le terrain et ce qu'ils ont eu quand ils étaient en début de carrière ou quand ils étaient encore en activité. Donc on se retrouve un peu aussi dans la formation peut-être à avoir des modules spécifiques, à avoir plus de preuves terrain. Et juste pour exemple, moi en 2009, sur toutes mes formations de 3 ans, on avait 20 heures obligatoires à faire en cabinet libéral. C'est-à-dire qu'on était 80%, et on est toujours environ 80% à bosser en libéral, mais on faisait que 20 heures sur l'ensemble de nos heures de formation en libéral. Ça prouve qu'il y avait un souci. Alors ça a évolué, ça a changé, parce qu'on a pas mal, nous, de stagiaires en libéral. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté formation à retravailler sur certains points. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que je crois que les chiffres en France, c'est qu'il y a l'équivalent à peu près de 85% des kinés qui sont sur une activité libérale. Donc ça veut dire que la majeure partie des kinés qui sortent, ils vont pas juste travailler en salarié, ils vont monter leur statut avec leurs charges, l'imposition, la responsabilité de si je fais quelque chose, si je suis pas dans la légalité, ça retombe pas sur la personne qui me prend en remplacement ou en assistanat, ça tombe sur moi. Et je pense qu'effectivement, en formation initiale, ça manque. Heureusement, il y a des intervenants externes qui viennent en IFMK, mais je pense que ça manque aussi peut-être d'un peu plus de formateurs terrain. Alors la difficulté, c'est qu'on est maintenant un peu sur la course au master, au doctorat. Donc maintenant, de plus en plus, les universités vont rechercher des enseignants avec un doctorat. Donc on va rechercher un pourcentage d'enseignants avec ça. Et la problématique, c'est que pour remonter souvent jusqu'à un doctorat, beaucoup de professionnels après arrêtent l'activité libérale pour se dédier à ça, parce que c'est un gros investissement. Et je pense que ça peut être un peu l'effet pervers d'avoir des enseignants qui vont être meilleurs d'un point de vue explication, mise en place d'articles scientifiques, etc. Ce qui est très bien parce qu'on en a besoin au sein de la profession. Mais un effet un peu contraire, ça veut dire que les jeunes qui se forment, ils ont besoin d'avoir accès aussi à des retours concrets de terrain et à des choses qui peuvent les aider pour lancer leur activité quand ils sortent. Il y a un manquement, ça me fait penser aussi,
Mais ça, c'est plutôt, on va dire, français en règle générale. C'est ce côté éducation financière qu'on n'a pas. Gagner de l'argent, c'est mal. Quoi en faire, on ne sait pas forcément. On a une vague idée, on nous en a parlé un petit peu. Si on a de l'environnement familial qui nous a déjà un peu éduqué là-dessus, on va peut-être se tourner vers telle ou telle solution. Mais voilà, on a aussi ce manquement et ce pilotage. Si on ne parle pas juste d'investissement, investir l'argent qu'on gagne, il y a le pilotage aussi de son activité, quels chiffres regarder, quels indicateurs, comment créer une stratégie, une vision. Tout ça, c'est pareil, c'est un manquement et qui va contraindre aussi les professionnels qui ne sont pas formés ou qui n'ont pas une appétence pour ça, à se retrouver dans difficulté, je pense, dans quelques années, si pour le coup la projection du nombre de soignants continue d'augmenter et que la saturation se met en place. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a beaucoup de croyances aussi limitantes au sein des professions qui font que quand il y en a un qui fait l'erreur de se tromper, qui au lieu de parler de patients parle de clients, c'est la fin du monde, alors qu'en fait on peut très bien apporter des prestations qui vont répondre à des patients ou à des clients avec la même bienveillance. C'est juste la nature des prestations qui change. Donc je pense qu'il y a beaucoup cette croyance limitante par rapport à ça, le rapport à la vente aussi. Beaucoup de soignants ont des difficultés par rapport à ça. Pour eux vendre, c'est être un vendeur de tapis ou être dans le film du loup de Wall Street. Et je pense que ces valeurs-là, on devrait nous expliquer en formation initiale qu'on peut, on peut communiquer avec, en mettant en avant ses compétences, qu'on peut proposer des prestations et les mettre en avant et vendre des prestations complémentaires sans forcément vouloir arnaquer les gens. Et je pense que ça, le fait de casser beaucoup de croyances aussi, ouvrirait beaucoup la porte à une meilleure diversification et peut-être un meilleur épanouissement aussi des professionnels. Je pense que on peut très bien dire, et ça nous amènera à la troisième partie, est-ce que selon toi, le 100% conventionné en cabinet libéral de kiné, c'est complètement terminé ou ça a encore une possibilité d'exister ? Je pense que le 100% conventionné sur le long terme, il est amené à disparaître. De toute façon, on le voit, on a les charges qui augmentent, on a la convention qui nous enferme dans un mode d'exercice, ce qui fait que soit finalement on a envie de respecter 2 patients de l'heure et derrière, s'il y a un patient qui vient pas, on se retrouve avec un patient de l'heure, donc 17 € de l'heure brute. Quand on le divise par rapport aux charges, à l'imposition, on gagne moins que le SMIC. Il reste plus rien. Il reste plus rien. Soit on se dit non, finalement ça va pas et je veux en prendre beaucoup plus, et dans ce cas-là, en fonction de certains, on a l'assurance maladie qui vient nous voir en disant attendez, là vous avez signé la convention, donc vous êtes censé faire ça, vous l'avez pas tenu, vous devez nous rembourser tant. Et donc je pense que malheureusement la convention, si elle évolue pas, va être dans un cadre qui est beaucoup trop rigide, est déjà dans un cadre qui est beaucoup trop rigide, qui fait que ça évolue et que de plus en plus de kinés sont en recherche de développer ça. Il y a une étude que j'ai menée, on peut en parler maintenant, en 2024, où j'ai voulu justement avoir des chiffres sur le développement des actes hors convention, hors nomenclature. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des chiffres sur les DE, parce que ça remonte, mais sur tout ce qui est hors convention, nomenclature, comme c'est pas télétransmis à l'assurance maladie, c'est très compliqué d'avoir des chiffres dessus. Et moi, j'en parlais régulièrement. Toi, je sais que tu parles aussi beaucoup du diversification et de développement de l'activité, mais j'avais du mal à avoir des chiffres. Et donc, dans cette étude-là, il y a eu 248 réponses. Donc, c'est une étude qui a été faite sur les réseaux sociaux avec un questionnaire. Et dedans, à la question « Pratiques-tu des actes hors convention ?», on a 58,9% des participants, donc des kinés à l'étude, qui ont mis oui. Ouais. Voilà. Et c'était en 2024, tu dis ? 2024. Donc ça a dû peut-être, à mon avis, augmenter un petit peu, peut-être encore ça a dû prendre plus de poids encore. Donc c'est fou parce que là où avant on pouvait se dire j'ai l'impression que, ou j'en ai entendu parler, ou j'ai vu passer un post sur les réseaux, on passe de je pense que c'est une vraie réalité de terrain. C'est la réalité, ouais. Voilà. Alors après, ce serait bien si le Conseil de l'Ordre ou notre instance avait envie de faire une étude vraiment sur l'intégralité du territoire, parce que ça aura encore plus de data et encore plus de poids. Mais en tout cas, c'est important de voir ça. Alors cette étude-là, elle est aussi à contrebalancer avec le fait que, à l'heure actuelle, on en a parlé tout à l'heure, au niveau des professions de la profession de kiné, une très grosse majorité des kinés ne savent pas ce que c'est que des actes hors convention, ne savent pas ce que c'est que le DE. Donc parfois, vont compter en DE des actes hors convention, ou vont faire du hors convention à la place du DE, etc. Ce qui fait que malheureusement, si à un moment donné, il y a une plainte d'un patient à contrôle sécu, entre guillemets, c'est pour sa pomme et tout le monde est responsable de ses erreurs. Donc il y a un peu cette difficulté
je pense, d'éducation là-dessus, où maintenant, si on veut, on peut quand même accéder plus facilement à l'information qu'avant. Et donc, effectivement, sur l'étude, ce qui revient souvent, en fait, c'est cette problématique aussi de confusion entre le DE et HN. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, donc DE, on est sur un dépassement d'honoraires, et HN, donc ça correspond à ce qu'on appelle les actes hors nomenclature ou actes hors convention. Et donc, ce sont des actes qui font partie du champ de compétences de kiné. C'est vrai que souvent, on a tendance à oublier que ça fait partie de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut proposer, mais pour lesquels on n'a pas négocié en fait d'accord avec l'assurance maladie. Le gros avantage, c'est que ça fait donc partie de nos compétences, mais on peut être sur un mode d'exercice finalement qui est libre et aussi sur une tarification qui est libre. Oui, et c'est ça l'intérêt aussi. C'est peut-être plus simple à mettre en place. C'est pour ça que je parlais du sport santé tout à l'heure, qui était une suite logique à l'activité principale. Et donc ça, le sport santé, la promotion de la santé fait partie de notre champ de compétences. Si je suis un petit peu plus taquin, si on peut dire, tu nous dis dans l'étude qu'il y a 60% des kinés qui développent du HN et les 40 autres pourcents, pourquoi est-ce qu'ils ne développent rien? Ils y croient pas, ou il y a plutôt des blocages ou des croyances limitantes? Alors c'est intéressant parce qu'en fait il y a effectivement pas mal de blocages. Je pense qu'on en a tous quand on a envie de se lancer. Il y a plusieurs raisons à ça, on en a parlé. La formation initiale ne nous apprend pas à le faire. Quand on ne nous apprend pas à faire quelque chose, c'est compliqué parce que c'est pas forcément inné. Et puis on a aussi le fait que en tant que soignant, c'est compliqué de parler de développement d'activité. Donc il y a peu de soignants qui en parlent, il y en a de plus en plus quand même, mais en tout cas il y en a peu qui le font. Et puis on a aussi cette mentalité qu'en France, parler d'argent, c'est tabou. Si on regarde du côté des États-Unis, les gens n'ont pas de problème d'expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place. Donc on est déjà en France, déjà dans un univers où c'est compliqué d'en parler, mais en plus de ça, on est dans des professions soignantes où effectivement c'est plus compliqué. Et il y a un des problèmes, tu peux peut-être me dire si toi c'est quelque chose aussi que tu rencontres souvent avec ceux avec qui tu échanges, c'est vraiment ce manque de légitimité. Ah ouais, ça revient partout. Ouais. Ça, je suis OK avec toi. Ouais, cette sensation de syndrome de l'imposteur, de ne pas être à sa place, de jamais être suffisamment bon pour pouvoir mettre quelque chose en place dans son cabinet, cette sensation que les autres font toujours mieux et cette dévalorisation que l'on peut avoir et cette sensation qu'il faut être un expert en tout pour pouvoir se lancer et attendre ce fameux bon moment pour y aller. Ça revient très très souvent. Moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça aussi. Quand je me suis lancé il y a quelques années dans les interventions d'entreprise, j'avais participé, donc c'était une journée qui était organisée par un grand groupe dans le secteur du BTP. Et en fait dans cette journée-là, donc il y avait tous les salariés qui étaient invités, il y avait plusieurs professionnels qui étaient invités pour organiser des ateliers. Donc il y avait plein de petits ateliers sous un hangar et il y avait un ostéo, deux sophrologues, moi j'étais présent, etc. pour faire un atelier et je trouvais ça super sympa. Et puis j'ai échangé avec les sophrologues, donc il y en avait une qui faisait une thématique sur la gestion du stress, l'autre sophrologue qui faisait une thématique sur le sommeil, donc finalement comment améliorer sa qualité de sommeil, etc. Je trouvais que c'était top et en fait quand j'ai échangé avec elle, je me suis aperçu que en fait en termes de formation, ça faisait pas partie de formation qui était aussi réglementée que la kiné en France. Et pourtant, en fait, elle se posait moins de questions que nous quand on a envie de proposer nos compétences en entreprise, en structure, c'est plus facilement le pas. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que, il y a des sophrologues qui travaillent très bien, c'est pas le problème, mais la profession étant pas réglementée, on ne sait pas si quelqu'un a fait juste un jour de formation ou un suivi, un cursus qui est un petit peu plus long. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est fou parce que nous, on a des compétences, on a quand même une profession qui est réglementée, qui est un gage aussi de qualité, qui fait que quand on pose sa plaque, on a quand même validé certaines choses. Et comment ça se fait qu'on a autant de mal que ça à se sentir légitime sur lancer cette activité ou lancer notre activité de manière générale, Oui, il y a aussi une autre chose qui revient beaucoup, cette peur du Conseil de l'Ordre, notre peur de la déontologie, comme si on allait se faire flageller en place publique parce qu'on mettait une activité hors convention en place. Et il y a aussi une chose importante, c'est la peur de l'échec. Se dire, si je ne le fais pas, au moins je ne peux pas me tromper. Tu ne trouves pas qu'on a souvent cette peur-là qui revient ? C'est vrai qu'en fait, ce qui est fou, c'est que la peur de l'échec, c'est la peur, on a envie de faire quelque chose, on a tellement peur que ça ne marche pas, donc on ne le fait pas. Et finalement, c'est pire, parce que au pire, on teste et ça ne marche pas, au mieux, ça fonctionne. Donc en fait, la peur de l'échec, c'est souvent le pire, parce que derrière, on met vraiment rien en place. Et en fait, de toute façon, on le voit, parmi les professionnels qui ont une activité à un moment donné qui fonctionne, qui décolle, c'est pas forcément parce qu'ils ont lancé le truc à démarrer du début comme ça, c'est juste parce qu'en fait, ils ont osé mettre en place des choses, essayer de se fixer des objectifs qu'ils ont envie d'atteindre. Et c'est surtout que par rapport à ça, ils se sont dit, concrètement, par rapport à ce que j'ai envie d'obtenir, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver ?
Et il y a un autre blocage qui est, je trouve vraiment important, c'est cette relation à l'investissement. Alors, il y a l'investissement, on a parlé de charges, d'argent, mais il y a aussi cet ego. Hein, se dire il va falloir y aller quand on se lance. Il ne va pas falloir juste avoir l'idée de faire cette activité, il va falloir se retrousser les manches et mettre en place les choses. Et donc, il va falloir y investir. On a parlé d'argent, on ne va pas en reparler, mais investir du temps. Aussi, c'est très très important d'aller chercher du temps pour mettre une activité en place, réserver des créneaux spécifiques, aller se former si on le doit le faire, travailler sur son offre, travailler sur sa diffusion, travailler sur sa cible. Voilà, donc la relation au temps, elle est hyper importante. Et je pense que quand je te parlais d'ego, il faut aussi se dire, je ne sais pas tout faire non plus. Et donc, je vais aller chercher des compétences de personnes qui sont au courant, de personnes qui savent le faire, et pas penser qu'on peut à nous seuls tout faire. Ouais, je pense je pense que ceux qui réussissent ont une certaine forme d'humilité aussi, de comprendre que de toute façon on peut pas maîtriser. On l'a vu, on a notre métier de soignant, on a des compétences transversales qu'on va être amené à développer, et ces compétences, il faut les acquérir tout simplement parce que déjà c'est pas inné, mais qu'en plus de ça, et ben derrière la profession évolue tellement, on en parlera d'ailleurs après tout à l'heure, que derrière on va aller sur de la communication, on va aller sur des choses transversales, et donc ça nécessite effectivement d'investir sur soi. Je pense que l'investissement de temps, c'est une bonne chose que tu en parles, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Ah ouais, mais moi j'ai pas le temps de diversifier mon activité, ou j'ai pas le temps de mettre en place des choses. Peut-être que si on n'a pas le temps, c'est que justement la façon dont on bosse, ça va pas. Et je pense qu'il faut dire les choses cash. Il faut se libérer du temps, il faut faire un effort de libérer du temps, peut-être de baisser un peu son activité conventionnée si on veut mettre en place quelque chose pour développer une activité de diversification, parce que ça marche pas en claquant des doigts. Il faut investir du temps, ça c'est un truc que tu as dit qui est très intéressant. Il y a aussi un investissement aussi financier, il faut oser investir sur soi. Le nombre de kinés, moi j'ai vu, qui sont sortis de formation initiale, qui ne se sont jamais formés, il y en a plein. Alors on a maintenant, on peut pas dire ouais mais c'est compliqué de se former, il faut que je prenne du temps, il faut que j'arrête mon cabinet parce qu'on a quand même une offre maintenant même de formation qu'on peut suivre à distance, etc. Donc on n'a plus l'excuse de je peux pas partir loin ou il faut que j'arrête des jours de mon cabinet. On peut maintenant se former avec l'essor du Covid, les formations en ligne, elles ont explosé, alors c'est bien. Il y a des choses, on a besoin de vérifier, est-ce que les gens existent bien, etc. Donc ça fait partie de l'évolution un peu de la visibilité de la communication qu'on voit. Mais en tout cas, il y a aussi vraiment cette notion qu'il faut comprendre que si dans la vie, on veut évoluer au niveau professionnel et même au niveau personnel, il faut investir sur soi, il faut aller récupérer ce que quelqu'un a mis 9-10 ans peut-être à obtenir en quoi, de 2 semaines de formation par exemple. Mais c'est vrai que je pense que ça fait partie des valeurs aussi d'investir sur soi, d'oser investir sur soi, qui permettent, je pense, aux soignants d'évoluer, de mettre en place des choses. On a pris l'habitude d'avoir du déjà mâché. Donc on nous donne tout, on veut des recettes miracles, on veut le truc déjà prêt, ficelé, et qu'on ne s'y investisse pas, qu'on le mette en place et que ça marche. Sauf que ça marche pas comme ça. Même si certains vous le vendent comme ça, on en est les preuves que c'est des années de travail, de labeur et de résilience pour y arriver. Et il y a un autre facteur limitant dont on entend très très peu parler finalement, et je pense que ça peut être le dernier de cette partie-là, c'est l'environnement. Cet environnement, que ce soit les collègues du cabinet. Je pense que on l'a regardé tout à l'heure sur l'étude que tu as faite, il y a quelques commentaires sur les collègues, si tu veux peut-être ouais, parler. Je vais dire c'est assez amusant, mais en fait c'est pas du tout amusant. Il y avait justement un retour de plusieurs personnes, parce qu'il n'y en avait pas qu'un, qui disait non, moi les actes hors convention, en fait j'en fais pas parce que mes collègues au cabinet ils veulent pas. Et en fait c'est fou parce que quand on est kiné libéral, on est indépendant, ça veut dire qu'il n'y a pas, qu'on le signe dans les contrats qu'on a avec le Conseil de l'Ordre, il n'y a pas de lien de subordination. Oui. Ça veut dire que même si je suis pas collaborateur mais que je suis assistant, j'ai le droit d'organiser mon activité comme je le souhaite en fait. Je suis responsable de mon activité. Je suis responsable de mon activité, je suis responsable si je fais mal les choses et que je facture du DA au lieu du HN ou inversement, et je suis responsable de mon activité dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va me dire comment je dois travailler. Et en fait ce qui est fou, c'est que on a encore des soignants qui disent aux autres comment il faut qu'ils bossent ou comment il faut pas, et on en parlait tout à l'heure de cette croyance limitante aussi que j'ai vu beaucoup et qu'on a vu tout à l'heure ensemble dans ce questionnaire-là, c'est que beaucoup pensent que aller sur des actes hors convention, c'est illégal. C'est fou. En fait, ça fait partie de notre champ de compétences, c'est juste qu'on nous a pas appris qu'on pouvait l'utiliser. Alors, plus maintenant en IFMK parce qu'il y a des sensibilisations. Toi, tu interviens en IFMK également, donc on sensibilise de plus en plus dessus. Mais c'est fou qu'on ait encore des kinés qui pensent que aller sur une partie de notre champ de compétences, c'est illégal. Ouais.
Donc ça, il y a les collègues, il y a aussi son état d'esprit qui fait qu'on est limité, puis il y a les proches. Si on va poser des questions sur une formation, sur un investissement à un proche qui n'y connaît rien, enfin voilà, c'est soit qu'on n'a pas envie d'avoir la bonne réponse, donc on va aller chercher quelqu'un qui n'y connaît rien pour que ça nous conforte dans le fait de ne rien faire, ou alors il faut aller chercher les bonnes personnes pour pouvoir discuter. Et quand on parle de bonnes personnes, moi je pense que c'est une transition toute faite pour parler de Ozon. Ozon, le club des soignants entrepreneurs, que tous les deux on a monté maintenant, et on l'a créé en fait pour ça. C'est-à-dire qu'on avait des questionnements, on voyait trop de choses sur les réseaux sociaux, et surtout on avait besoin d'un vrai collectif, des soignants qui se rejoignent, qui ont des problématiques communes, qui ont envie de mettre en place des choses, qui veulent pas juste se contenter d'une réponse sur les réseaux sociaux, et qui veulent passer de la plainte du fait de subir un peu plus leur modèle économique à qu'est-ce que je fais maintenant. Certes, on vous a parlé au début du podcast des différentes évolutions, des différentes contraintes que peut avoir notre métier, mais on a aussi énormément d'avantages. Donc au bout d'un moment, voilà, on veut créer quelque chose, on veut se développer, et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de monter ensemble Ozon. Voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le Club Ozon, donc c'est vraiment né cette volonté d'avoir une communauté de soignants qui ont envie d'entreprendre, de mettre en place des choses. Alors soit une personne qui juste se dit j'ai mon activité mais je ne suis pas forcément épanoui, j'ai besoin de mettre en place quelque chose de différent mais je ne sais pas trop quoi. Et donc concrètement, quelles sont les étapes qu'on peut faire pour définir un peu nos besoins, ce qu'on a envie de faire. Soit un deuxième profil qu'on a, c'est un profil d'une personne qui a déjà un projet, qui se dit voilà, en plus de mon activité, j'ai envie de créer une partie de coaching, j'ai envie de lancer du sport santé, j'ai envie de faire des interventions d'entreprise par exemple, et qui se dit voilà, j'ai cette idée là mais concrètement je ne sais pas comment la faire émerger. Et par où commencer. Et on a un troisième cas peut-être que tu peux nous présenter. Ouais, c'est un soignant qui a déjà son projet, qui s'est déjà développé, qui s'est déjà diversifié, mais il a envie de faire passer un cap supplémentaire à son activité. Il se sent arrivé à un plafond, il a besoin un peu de brainstorming, de discuter avec d'autres soignants, avoir une vision, parce que quand on lance un projet, souvent on est focus, soit on écoute trop l'environnement, ce qu'on disait tout à l'heure, soit on ne l'écoute pas du tout. Et là, d'avoir des soignants qui ont déjà, eux, entrepris, pas forcément dans le même domaine, mais qui ont cette vision entrepreneuriale, ça aide. Et en fait, c'est pour ces trois profils, et je pense que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, doivent se retrouver dans au moins un de ces trois profils, et s'ils se retrouvent, qui nous rejoignent, et on sera ravis de les accueillir dans notre club. Et je pense aussi qu'avec l'émergence de ce qu'on voit sur les réseaux, on en parlera tout à l'heure un peu de l'avenir, juste après, au sein de la profession de kiné, finalement, qu'est-ce que sera le métier de kiné de demain avec l'émergence de tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est compliqué d'avoir confiance, de savoir à qui s'adresser concrètement. Parce qu'en fait, on se dit, cette personne, elle parle de son activité, mais est-ce qu'elle l'a vraiment fait ? Est-ce que c'est une IA ? Et je pense aussi, nous, en tout cas, c'est cette volonté qu'on avait de pouvoir se regrouper aussi entre nous, mais vraiment d'être des professionnels de terrain, pas une personne située à Dubaï qui n'a jamais rien fait et qui s'est dit du jour au lendemain, finalement, je vais monter une formation parce que ça va me ramener de l'argent. Ou un gourou qui te dit en 1 heure par semaine, tu peux faire 20 000 euros de CA juste avec ton téléphone portable. Au bout d'un moment, il faut arrêter de croire tout ce qu'on nous dit et il faut avoir un esprit d'analyse pour aller regarder les choses. Et là, tu as fait une belle transition, mais quel sera le kiné de demain, selon toi ? Je pense que c'est intéressant, effectivement. Je pense que le kiné de demain, c'est quelqu'un qui déjà utilisera pleinement ses compétences. Là où il y a quelques années, on était limité uniquement, j'ai envie de dire presque au curatif, on peut le dire comme ça, parce que beaucoup de prestations de soins, c'est les prestations qui sont conventionnées. Donc on faisait que du curatif. Maintenant, on peut ouvrir à beaucoup plus de choses. Donc je pense que le kiné de demain, c'est un kiné qui saura qu'il a des compétences qui sont beaucoup plus vastes, peut-être, que ce qu'on pouvait avoir avant, et qui en tout cas viendra les utiliser pleinement. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. La deuxième chose, et tu pourras rebondir dessus, Jérémy, c'est aussi le fait d'oser et d'aller sur des compétences qui sont transversales. Voilà. Ça veut dire qu'on a notre métier sur lequel on apporte de la valeur aux gens, mais on a des compétences qu'on va venir développer. On va développer des compétences de communication, de visibilité pour faire de l'éducation à la santé. On va développer des compétences aussi sur la vente, en tout cas venir casser cette croyance limitante que en tant que soignant, on ne peut pas faire de la vente. J'ai envie de dire, on est bien d'accord, on n'est pas des vendeurs de tapis, on ne vend pas des isolations à 1 euro, mais je pense qu'on peut apporter beaucoup de valeur, et en tout cas, le fait de ne pas oser aller là-dedans, des gens qu'on pourrait accompagner, par exemple, toi tu le vois sur du sport santé, les gens qui ont terminé leur activité de rééducation et qui ont besoin d'être accompagnés au-delà, et en fait si on le fait pas, personne le fait, et on laisse ces personnes-là finalement avec
des problématiques pour lesquelles il y a un besoin d'accompagnement. Ouais, il y a un besoin, il y aura peut-être d'autres professionnels qui vont combler ce besoin-là. Et je pense, en tout cas pour le sport santé, que l'acteur légitime et principal et indispensable, c'est le kinésithérapeute. Donc si on laisse la place, ne venons pas nous plaindre après que c'est d'autres professionnels qui font le boulot et qui viennent les accompagner. Il faut proposer quelque chose. Si on ne propose pas, le besoin est là. Maintenant, il faut la demande est là. Il faut que l'offre soit présente. Ça, c'est important. Et une autre compétence transversale, je pense, qui est important, on en entend parler, mais pas forcément trop en kiné, je trouve. En tout cas, c'est ce que je constate moi, le développement personnel. En fait, savoir qui tu es réellement, comment tu vas fonctionner, comment tu vas réagir par rapport à une contrainte, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est si tu as un non quand tu veux proposer une offre, est-ce que tu vas te refermer sur toi, tu vas ne plus rien faire, ou au contraire, est-ce que tu vas tout envoyer bouler et tu vas continuer d'y aller? Est-ce que tu vas être aussi dans ton relationnel, dans ton management avec les personnes du cabinet, peu importe ton niveau, titulaire, collaborateur, on s'en fout, mais comment tu vas interagir avec les autres? Est-ce que tu vas être plutôt un fonceur, un craintif, un suiveur, voilà, ou un novice qui est là en train d'absorber tout ce qu'il voit autour pour pouvoir se former après lui-même? Donc je pense que se développer personnellement, faire du travail sur soi, toi tu te formes sur toi-même aussi. Et donc c'est vraiment, alors que tu as développé déjà beaucoup de choses. Donc ça veut dire que peu importe ton niveau d'expertise, tu as toujours besoin de te former. Les chanteurs, ils se forment bien, ils ont des coachs voix alors qu'ils chantent super bien. Je pense que c'est important aussi d'avoir un discours qui est cohérent. Si c'est pour dire quelque chose aux autres et puis finalement pas le faire soi, ça n'a pas de sens. Donc quand nous on est là, on reçoit, pour ceux qui nous écoutent, si vous recevez des patients au cabinet, vous expliquez à vos patients qu'il faut qu'ils investissent sur eux, qu'il faut qu'ils soient acteurs de leur santé et que nous en tant que soignants finalement on fait rien pour nous, on est au bord de la dépression, on met rien en place. Comment est-ce qu'on peut aider les autres? Si nous on est en difficulté, comment est-ce qu'on peut aider les autres et leur demander d'investir sur eux si nous-mêmes on n'investit pas sur nous? Et je pense que cette partie de développement personnel elle est intéressante parce que beaucoup de gens de manière générale, alors on le voit même en dehors du soin, sont en recherche de sens. Même maintenant dans les entreprises, les gens qui postulent pour un poste, ils vont chercher est-ce que derrière ils sont pas juste le numéro 123 dans la structure, mais que derrière ils sont considérés, qu'il y a un sens à leur métier, à ce qu'ils font. Et donc je pense qu'on est sur une évolution où aussi, en tout cas dans la kiné de demain, on ira chercher plus de sens à ce qu'on fait. Je ne sais pas si toi tu as remarqué peut-être des différences en termes même d'horaire ou de gestion d'activité par rapport à des kinés d'il y a 30-50 ans. Moi je sais quelque chose qui m'a beaucoup parlé, c'est au début quand j'ai été diplômé. Je m'étais renseigné un petit peu sur le montage de cabinet, j'ai échangé avec un kiné qui était qui allait arrêter d'ici 2-3 ans quand j'ai échangé avec lui, et il me disait en fait une chose que je regrette dans mon activité, c'est que j'ai tellement travaillé que j'ai pas vu mes enfants grandir. Et je pense que ça aussi, ça rentre aussi dans cette recherche de sens. Et je sais pas si toi c'est quelque chose que cette évolution du métier aussi, cet équilibre. Je pense qu'avant on cherchait à bosser, à faire tourner son cabinet, à faire tourner son activité professionnelle. Et en second temps, on passait plutôt à sa vie perso. Alors là, ça s'est réinversé. Alors c'est pas plus mal vu la charge mentale que l'on peut tous avoir. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté relationnel. En plus, on est dans une ère où on en parle depuis tout à l'heure. L'IA prend un pas important et est une aide très importante aussi pour développer beaucoup de choses. Mais ça ne fait pas tout. Le relationnel sera peut-être la différence parce qu'on a notre pratique, notre technique, notre toucher qui nous restera, mais le relationnel aussi. Moi, j'ai une phrase qui m'a énormément marqué. Le premier remplacement que j'ai fait, le kiné me dit « Tu seras sûrement pas meilleur qu'un autre, mais si déjà tu as un bon accueil, un sourire, un relationnel, tu as fait déjà 50% du soin. » Et je pense vraiment que le relationnel, il est très très important. Pourquoi une technique marcherait plus avec un patient ou avec un autre? Et il y a aussi le relationnel qui rentre en jeu. Donc finalement, pour toi, l'IA, ça remplacera pas les kinés de demain. Ça remplacera pas les kinés de demain si on a conscience de l'évolution, de ce qu'on doit mettre en place et qu'on travaille sur soi et qu'on investit du temps sur son activité, qu'on ne cherche pas à faire la kiné de maintenant, dans 15 ou 20 ans, et comme il ne faut pas faire maintenant la kiné d'il y a 15 ans. Donc je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que l'IA permettra de gagner du temps sur beaucoup de tâches administratives. Comme finalement on a eu l'émergence des agendas en ligne qui font gagner du temps, là où avant on avait des agendas papier, on passait, moi je me rappelle quand j'ai démarré le cabinet, j'ai démarré sur des agendas papier parce que ma collègue de cabinet travaillait comme ça, donc au début j'ai repris un peu le moule du fonctionnement en cabinet, et après à un moment donné je me suis dit en fait je vais pas passer 20-30 minutes tous les soirs
à rappeler les personnes pour les rendez-vous. Je préfère m'occuper de quelqu'un que j'aurais pas le temps de recevoir plutôt que de faire de l'administratif. Donc je pense aussi que ça fait partie finalement un peu de compétences transversales. Je pense qu'on Oui, on bien peut sûr. dire ça comme ça si tu es d'accord avec moi, de se dire qu'il y a aussi une question d'optimisation de l'activité, une question de l'optimisation administrative où on voit qu'avec les années, on a la charge administrative qui augmente, et de se dire, voilà, potentiellement l'IA va être un soutien Oui. sur ça. Et de toute façon, l'IA, elle est présente, hein, donc c'est un peu comme Internet il y a quelques années où certains se disaient, Internet, je sais pas si ça va bouger, qui était encore sur le Minitel, c'est une réalité de terrain. Bon, là, maintenant, l'IA, on sait qu'elle est présente. Elle est présente aussi dans l'univers de la santé au sens très large et utilisée déjà depuis plusieurs années. Donc, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle sera présente, on sait qu'elle évoluera et nous accompagnera dans les années à venir. Donc, autant l'utiliser pour gagner du temps et à la place de l'administratif, passer plus de temps pour aider les autres. Ouais. Je pense que c'est ça, le kiné de demain, il aura donc toutes ces compétences-là. Il se servira de l'IA forcément, mais à bon escient. Et si on peut terminer cet épisode sur une petite question, qu'est-ce que toi tu dirais à un jeune diplômé ou un étudiant qui va bientôt, là au K4, qui sont bientôt en exercice, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais que le plus important, c'est d'être curieux. Voilà, de ne pas rester tout le temps dans son mode de fonctionnement, d'oser découvrir ce qui se fait, ce qui se met en place, d'oser entreprendre, d'oser se lancer aussi. Dans la vie, il n'y a personne d'autre qui va faire le premier pas par nous, donc c'est vraiment d'oser. Voilà, d'oser mettre en place des choses, d'oser faire, d'oser entreprendre, d'oser se sentir légitime, de se faire confiance aussi, encore une fois, parce que pour moi, il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets, en fait, finalement, d'avoir voulu mettre en place quelque chose et de l'avoir jamais fait. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi, Phil. En tout cas, merci pour cet échange, merci pour ce premier podcast des soignants entrepreneurs. C'est un plaisir. Merci à On toi espère aussi. que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez en savoir plus sur notre super club, Osons, le club des soignants entrepreneurs, il y aura toutes les informations disponibles sous cette vidéo ou sous ce podcast. Merci à tous. Merci à tous.